Hello tout le monde, nouveau vendredi, nouvelle vidéo. Cette fois-ci il s'agit de mes favoris du mois de mai. Le mois va bientôt finir normalement ce week-end, mais je vais te présenter tout de suite mes favoris que j'ai déjà fait. Et puis de toute façon je ne lirai pas ou je ne verrai pas plus de films ou de séries à te présenter par ici. Donc du coup j'ai choisi 3 romans, 3 séries et un film documentaire. Voilà pour ce mois-ci, ce qui est déjà pas mal, sachant que j'ai lu que 6 romans et qu'il y en a quelques-uns où j'ai moyennement aimé, donc du coup j'en ai quand même trouvé à te parler. Et donc c'est parti, on va commencer par les lectures. Numéro 1, on a le tome 2 des Yakuza, donc l'héritière de Aya Estrella. Je te lis le résumé, il peut être spoilant, donc je te propose de passer à la suite. De retour en Russie, Nikita tombe sous la coupe d'un frère qui n'a plus aucune raison de la ménager. Isolée, trahie, elle doit apprendre à survivre dans un monde qui cherche à l'engloutir. Au Japon, le clan Itachi vacille sous l'assaut d'un héritier déterminé à renverser l'ordre établi. Contraint de défendre son titre d'Oyabun, Kuro doit aussi faire face aux répercussions de ses propres choix. Pourtant, une obsession demeure. Retrouver Nikita coûte que coûte. Entre l'amour a le goût d'une rédemption qui guérit autant qu'elle mutile. Leur union pourrait devenir une renaissance ou le dernier acte d'une tragédie. C'est un second tome, donc c'est une duologie, donc il n'y aura pas d'autres tomes. Je t'avoue que j'ai beaucoup aimé ce second tome, même s'il est encore plus dark que le premier. Il ne faut pas s'attendre à un tome reposant et tout ça, bien au contraire, on est face à un tome qui est hyper dark et qui peut surprendre à premier abord et qui peut... qui est pas pour tout le public, mais comme je te l'ai dit, cette duologie n'est clairement pas pour tout le public, mais elle est hyper intéressante, hyper bien formée, j'aime bien l'univers, j'aime bien l'originalité des intrigues, bref, les personnages et tout ça, comment c'est monté et tout ça. Apparemment il y a un spin-off en préparation ou qui va être publié, peu importe. Je le lirai également, même si j'ai un peu peur de ce qu'il va donner, tellement j'ai aimé cette saga. Tu sais que les dark romances ça le fait toujours avec moi et celle-là l'a faite, mais elle est très très surprenante, très addictive et je peux que te laisser te transporter dedans. Je sais que j'ai laissé traîner longtemps le tome 1 dans ma pile à lire. Et j'aurais pas dû parce que j'ai bien kiffé et ce tome 2 j'ai également bien aimé, je l'ai lu très rapidement après sa sortie du coup parce que j'avais envie de connaître la suite et franchement une belle découverte donc je peux que te recommander. En tout cas moi il m'a plu du début à la fin, voilà j'ai été très surprise par la fin, je ne m'attendais pas à ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, le style de l'auteur est plutôt sympathique, je lirai sûrement d'autres romans d'elle à l'occasion. Ensuite, nous avons le dernier Hana Hung, donc King of Sing, le tome 5, l'envie. C'est sur des couples différents à chaque fois, donc pas du tout spoilant. Dangereux, puissant, solitaire, Vuk Makovic est connu pour fuir toutes sortes d'interactions humaines. Le milliardaire Baffré parle rarement et ne s'intéresse qu'à son petit sac de confiance. La seule exception, elle, la belle et la bête, l'objet de son obsession. Il l'a vue en premier, il l'a voulu en premier, mais maintenant elle est fiancée à son plus vieil ami. Et plus le pari va prendre, plus Vuk est tiraillé entre sa loyauté et son désir. Elle aurait dû être sienne et il pourrait bien tout risquer pour l'avoir. Magnifique, brillante, séduisante. Aux yeux du monde, la mannequin Ayana Kinan mène une vie parfaite. Sa carrière a atteint des sommets et elle est fiancée à l'un des célèbres célibataires les plus convoités de New York. Ce que les gens ignorent, c'est que ces fiançailles ne sont qu'un arrangement financier. Lui touchera son héritage une fois mariée, elle recevra l'argent dont elle a besoin pour quitter l'agence de mannequinat qui la tyrannise. Prétendre être amoureux devait être facile jusqu'à ce qu'elle soit de plus en plus attaillée par l'énigmatique témoin de son fiancé. Vuk la fait vibrer et la terrifie tout de même. Ayana sait qu'elle devrait garder ses distances, mais quand son mariage tourne à la catastrophe, il est le seul à la faire se sentir en sécurité, jusqu'à ce que le passé de Vuk les rattrape et menace de tout ce qu'il aime. Waouh, je t'avoue que j'ai trouvé que l'intrigue était originale. Là, on a un mariage arrangé, mais qui tourne différemment. Nous n'avons pas de triangle amoureux, je te le dis tout de suite. On pourrait croire avec ce résumé, mais on n'a pas du tout de triangle amoureux. C'est vraiment un arrangement qu'il y a entre Ayana et son futur mari, son fiancé. C'est vraiment un arrangement. Et vu que la relation qu'elle va faire avec Vuk est vraiment une relation d'amour plutôt pas mal. On est à la limite d'un univers assez sombre
notamment dans le passé de Vuk. Après il y a aussi l'univers du mannequinat qui je suis pas forcément hyper fan, et notamment des attitudes de certains, mais voilà, c'est une lecture que j'ai vraiment aimée. Anna Hung me transporte tout le temps dans ses romans. D'ailleurs au mois de juin il y a un nouveau de ses romans qui sort. Bien évidemment, je vais l'acheter, bien évidemment, tu vas en entendre parler très rapidement, parce que c'est le genre de roman que j'apprécie lire, notamment l'été, sans prise de tête et tout, donc vraiment, j'ai trop hâte de le découvrir, parce que, bah voilà, celui-là, j'ai beaucoup aimé, voilà, après, voilà, c'est des romans sans prise de tête, mais un peu romance à l'ancienne, avec une certaine hiérarchie des personnages et tout ça, que j'aime bien, et un schéma qui se ressemble, mais qui marche tellement bien avec moi. Surtout maintenant que j'ai moins le temps de lire, je préfère me plonger dans des romans que j'apprécie de ce type-là que d'essayer de découvrir des nouveautés. Oui, ça m'arrive parce que le roman que je vais te présenter d'après, c'est ça. Mais voilà, j'ai une préférence pour aller vers des romans que je sais apprécier, et ça, c'est vraiment le roman parfait qui a su me transporter sans hésitation. Ensuite, je l'ai lu en audiobook, il s'agit de La femme de ménage de Freda McFadden. On va déjà lire le résumé. Millie, une ancienne détenue en liberté conditionnelle, est embauchée comme une femme de ménage chez les Winchester, une riche famille new-yorkaise. Très vite, elle découvre une atmosphère étrange. Nina, la maîtresse de maison, semble instable et maltraitée, tandis que son mari Andrew paraît parfait et en apparence. Millie est rapidement prise dans un engrenage de manipulation, de mensonges et de secrets familiaux. La vérité sur cette famille se révèle progressivement, beaucoup plus sombre et dangereuse qu'elle ne l'imaginait. Alors, pourquoi j'ai voulu lire? Déjà, il était dispo sur Spotify en audiobook. Je me suis dit, bon bah vas-y, tente le coup, tu vois, on sait jamais. Ça pourrait être bien. Alors, il fait partie de mes favoris, donc tu as compris qu'il m'avait plu. Je te le dis tout de suite, je parle de mon point de vue, où je lis très peu de thrillers, donc c'est à dire que c'est un nouveau genre pour moi, enfin c'est pas un genre que je lis tout le temps, donc pour moi l'intrigue était super originale. Après j'ai trouvé que la première partie en fait on tombait dans une mauvaise romance, j'ai pas compris la hype, j'ai dit les gars c'est juste une mauvaise romance quoi, elle était enfin j'ai trouvé la romance entre Andrew et Emily, je me suis dit mais c'est quoi ce bazar, enfin bon un trio amoureux, bon bof quoi, vraiment un truc je me suis dit mais bof. Et on arrive dans la deuxième partie et là l'intrigue devient intéressante, là vraiment j'ai compris ce que ça pouvait donner. En fait c'est une lecture qui est facile d'accès, c'est pour ça que je pense qu'il y a un gros phénomène autour de ça, elle est hyper facile d'accès, hyper facile à comprendre et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Après j'ai beaucoup aimé parce que c'était un thriller, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'était plutôt sympathique. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bien accroché. Par contre, je n'irai pas les autres tomes. Je n'irai pas plus de thriller que ça, mais voilà, celui-là, bon, je comprends le phénomène, bon, même si la première partie était hyper lente, mais pour quelqu'un qui lit pas de thriller, bon, ça l'a fait avec moi. Après, je sais que ça doit pas être le meilleur du genre, et ça doit pas être le meilleur de l'auteur pareil, mais non, je n'en lirai pas d'autres, c'était juste par pure curiosité que je l'ai lu. C'est vrai que les premières parties, bah, j'ai mis du temps à la lire, et puis c'est la deuxième partie où vraiment j'ai accéléré, parce que du coup, je voulais savoir la fin. Et comment ça allait tourner, bref, voilà. De toute façon, toutes mes chroniques des livres que je t'ai présentés sont en barre d'infos, donc n'hésite pas à y faire un tour. Ensuite, nous passons aux séries. Donc la première, il s'agit de High Potential, la saison 2 que j'ai fini ce mois-ci. Morgan, une mère célibataire au cul exceptionnel, continue d'aider la police de Los Angeles à résoudre des crimes complexes. Dans cette saison, elle doit notamment protéger sa famille face à un mystérieux adversaire surnommé le maître du jeu qui semble avoir un coup d'avance. La confiance entre Morgan et la police est mise à l'épreuve alors que les enquêtes deviennent de plus en plus personnelles et dangereuses. Oui, c'est devenu plus personnel dans cette saison. Oui, je suis autant attachée aux personnages que dans la saison 1, et oui, je préfère cette série à celle de France parce que je trouve que les personnages sont moins extravagants. On est aux États-Unis, on sait qu'on lisse les personnages, et bah moi ça le fait mieux en fait. En France, je trouve qu'on a exagéré le personnage de Morgan. Là, elle est plutôt drôle et sympathique, donc ça passe un peu mieux, parce qu'en France, elle est juste agaçante en fait. Elle a rien de sympathique, elle commence à être vraiment agaçante dans les saisons, je crois que ça commence à la fin de la 2. Et alors la 3-4, je te dis même pas comment elle m'a saoulée. Mais voilà, donc dans cette série-là, qui est américaine, du coup, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé leur développement, voilà. Ils prennent un peu de liberté par rapport au scénario français, je trouve ça un peu plus intéressant aussi.
Donc voilà, moi ça l'a totalement fait, j'ai déjà hâte de découvrir la saison 3, j'espère qu'elle sortira rapidement, mais je pense qu'on va pouvoir attendre 2027, donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, moi ça a fait, j'ai passé un très bon moment de visionnage, je l'ai visionné je crois en une semaine ou deux. Et après il me manquait des épisodes donc je les ai suivis au fur et à mesure, mais franchement j'ai beaucoup aimé, bref. Elle est disponible sur Disney+ pour information. Après, j'ai vu sur Amazon Prime Off Campus le tome la saison 1, et quand je te parle du tome 1, c'est parce que c'est une adaptation de la saga qui est sûrement derrière, du coup, qui s'appelle Off Campus de Elle Kennedy. Donc voici le résumé. La série suit un groupe d'étudiants et joueurs d'hockeyeurs universitaires. Entre compétition sportive, pression des études et histoire d'amour compliquée, la saison met surtout en avant la relation centrale entre Anna et Garrett, ainsi que les dynamiques entre les membres de l'équipe et de leur entourage. Donc du coup, Anna et Garrett font partie, c'est le tome 1 en fait, grosso modo de la saga. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que... Alors, je peux pas dire que c'était proche du roman parce que le roman je l'ai lu il y a un moment. Par contre j'ai beaucoup aimé cette série qui fait pas trop adolescence, elle fait très mature. En fait les intrigues sont plutôt intéressantes. On sait qu'avec Elle Kennedy les intrigues sont toujours intéressantes et assez matures par rapport à ce qu'elle écrit. Donc c'est plutôt intéressant. Bon certains... c'est un peu limite maintenant pour moi, mais voilà. Et là, la série, ça l'a totalement fait. Moi, c'est le genre de série qui me prend du début à la fin. Il est rare qu'une série comme ça ne me plaise pas. Et donc là, ça l'a totalement fait. Je l'ai dévoré en 2-3 jours, je crois. Donc vraiment splendide. Donc je ne peux que la recommander. Elle est disponible sur Amazon Prime. Il me semble, il y a 8 épisodes environ de entre 40 et 50 minutes. Il me semble de mémoire, hein. Donc voilà, une très bonne série si tu veux une série romantique sans prise de tête, parfait, vraiment c'est parfait. Dernière série, il s'agit de Outlander, la saison 8 et la dernière. Claire, infirmière du XXe siècle, et Jamie Fraser continuent de lutter pour protéger leur famille et leur foyer dans une Écosse et un monde plein de transformations. Cette saison conclut leur grande saga entre voyage dans le temps, guerre, sacrifice et choix déchirants autour de leur destinée et de celle de leurs proches. Cette saison a été vraiment émouvante pour moi. Je dois t'avouer que, alors tu sais que j'ai lu la saga qui est tout à là-haut, en livre, je m'en rappelle plus énormément bien parce que ça fait un petit moment que je l'ai fini, mais après là, cette saison 8 m'a vraiment pris aux tripes. J'ai vraiment adoré voir cette saison, voir comment ils allaient évoluer, comment allait se finir cette série. Je dois avouer que heureusement qu'ils nous laissent une part d'imaginaire parce que sinon je crois que je pleurais toutes les larmes de mon corps de savoir ce qu'ils ont fait des personnages. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai été triste de quitter cette série qui m'a tenue depuis... ça fait 8 ans que je dois la suivre parce que 8 saisons c'est à peu près 8 ans. 9 ans peut-être si ça a été décalé un petit peu, mais bref, c'est des personnages qui ont été extrêmement attachants. Et j'ai adoré, je trouve que l'adaptation était vraiment géniale, elle nous prenait du début à la fin. Donc bref, c'est une très très belle série, je peux que te la recommander. Maintenant elle est entièrement disponible sur Netflix, t'as tous les épisodes, donc si tu veux te la faire, si tu ne l'as pas encore faite, n'hésite pas. Si d'ailleurs tu n'es pas curieuse des romans, peut-être commence par la série, parce que les romans il y en a certains 1500 pages, je me rappelle que j'avais fait... en mai, il y a des années où je m'étais lu pendant un grand week-end tout un tome un tome de Outlander parce qu'ils sont vraiment énormes. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je peux que te recommander, ça reste une de mes séries chouchoutes que je pourrais revoir et revoir encore et encore sans hésitation. Enfin, donc il y a les films, plutôt film documentaire que j'ai vu. Il s'agit de Le Bus, les Bleus en grève, diffusé sur Netflix. Alors avant de te lire le résumé, pourquoi je suis allée voir ce documentaire? Alors, avec ma maman on en avait entendu parler et du coup on est toutes les deux en train de regarder sur Netflix, on a dit oh on a qu'à se faire un documentaire, ah bah oui on a qu'à se faire celui-là parce qu'on aime bien savoir ce qui s'était passé. Et franchement il y a des choses qui nous ont surprises. Alors le 20 juin 2010, l'équipe de France de football implosait aux yeux du monde entier avec la tristement célèbre grève des joueurs sur le terrain d'entraînement.
en Afrique du Sud. Un bus immobile allait devenir pour toujours le symbole du fiasco le plus retentissant de l'histoire du sport français. Pour la première fois, ceux qui étaient au cœur de la crise s'expriment ouvertement, révélant ce qui s'est réellement passé dans les coulisses. Alors, pour nous, c'était des milliardaires qui s'étaient mis en grève. Voilà, ça c'est ce que je te résume, ce qu'on savait avec ma mère. Enfin, je suis pas énormément non plus le foot, hein. On doit suivre les Coupes du Monde. C'est déjà pas mal, hein. Ceci dit, il y en a qui ne suivent pas. Mais nous, on suit les Coupes du Monde. Cette année, on va la suivre de loin. Parce que je crois qu'il y a un décalage horaire et que maintenant j'ai une fille et qu'en plus de la F1, je vais pas me taper le foot en décalage horaire. Donc bon, voilà. Mais du coup, comment te dire ? On ne s'attendait pas à découvrir le pourquoi du comment partait d'un joueur qui avait tutoyé son entraîneur. On parle de ça. Donc je te spoil totalement le documentaire là. En fait, ils ont fait grève juste pour ça. Enfin non, lui il a viré quelqu'un juste pour ça et eux ont fait grève pour ça. Donc on parle d'un mec qui a un ego tellement surdimensionné qu'il n'a pas supporté qu'on le tutoie sous le coup de la colère. Eh bah heureusement que tout le monde fait pas ça, parce que sinon on serait mal barré dans ce monde-là. Hein. Très clairement là c'est une guerre d'ego. Franchement on découvre des choses. Même il y a certaines personnes qui m'ont déçue, tu vois. Autant Raymond Domenech, le sélectionneur de l'époque, je pouvais pas me le voir, je peux toujours pas me le voir. Autant celle qui m'a déçue c'est Roselyne Bachelot, parce qu'elle les a vraiment envoyés sous le bus. Ah, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'elle est venue les voir, elle a fait la coach maman gentille et elle les a pourris après à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, elle s'est même pas justifiée dans le documentaire de ça, elle a dit qu'elle voulait plus en parler. Comme ça, c'est réglé, n'assume surtout pas ce que t'as fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas grotesque, mais disons que j'ai trouvé ça intéressant de remettre dans le contexte. Après, il n'y a pas toutes les parties prenantes, il y a le montage de Netflix forcément, mais j'ai trouvé ça intéressant de montrer que en fait, c'était pas forcément... En fait, on a les footballeurs, je pense que c'est comme un peu tous les sportifs, ils ont de l'argent et c'est comme les gosses de riches, ils ont de l'argent, ils savent pas quoi en faire, ils savent pas comment gérer leurs émotions et tout ça. En fait, c'est des jeunes qui ont juste du pognon et que du coup et qui sont face aux caméras, face aux critiques et tout ça. Et je pense que les journalistes ont joué un mauvais rôle, mais comme d'habitude, ils sont pas neutres les journalistes, donc ils ont balancé un truc comme ça en se sentant pas les répercussions qu'il y aurait sur les équipes et sur les personnes derrière. Et je pense que les journalistes devraient un peu plus réfléchir quand ils écrivent leur papier et être un peu plus neutres. Mais ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Mais dans tous les cas, en fait, moi, c'est rare que je suive des informations, mais maintenant, je me rends compte que rien n'est neutre. En fait, personne n'arrive à vraiment être neutre. Il y en a plus ou moins qui arrivent à donner de l'information neutre, et encore heureux, mais 90% de ce que tu regardes à la télé, c'est pas neutre, et dans les journaux, c'est très rarement neutre, à part les faits divers qui sont souvent neutres. Voilà, le reste c'est pas très neutre, et du coup je pense que voilà. Mais c'était plutôt un documentaire intéressant et bien fourni, moi j'aime bien les documentaires Netflix, tu le sais, donc voilà, plutôt bien. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore une fois, t'as vu que j'avais pas regardé beaucoup de films, parce que le seul que je t'ai présenté, ça doit être le seul que j'ai vu sur tout le mois. Autant te dire que c'est pas terrible, on verra le mois prochain. Surtout qu'avec les chaleurs, peut-être que je me regarderai des films entre midi et 2 maintenant. Parce qu'il fait vraiment très chaud quand je te tourne cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me partager ton avis sur ce que je t'ai présenté, mais également tes favoris du mois de mai en commentaire. On se retrouve en juillet pour les favoris du coup du mois de juin. À mardi prochain pour un nouveau wiki vlog et vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!